Voilà. J'ai été très intéressé par votre présentation des activités que vous avez proposées entre la rencontre de l'architecture, ça c'était vraiment... Et j'avais modestement fait une expérience avec des rencontres d'écrivains, des mots et de l'image, j'avais invité l'écrivain qui maintenant est décédé depuis 5 ans, Michel Butor, qui est venu rencontrer Mohamed Belnis. Et chacun était accompagné d'une équipe d'artistes d'art contemporain, Mohamed Mohabiti, Farid Belkaya, Bahri Bilbin, bien sûr. Enfin bon, je ne vais pas vous faire un catalogue. Et on a essayé d'inclure dans le processus de formation des enseignants, on a impliqué la dimension universitaire avec Adi Hayat, et puis la rencontre avec le public, avec les enfants, avec les élèves et avec les enseignants, dans le collège et lycée de Tarnaout. Et pourquoi ne pas penser à la fac de la FSE que les étudiants soient confrontés à une expérience comme ça, une expérience qu'ils mèneraient en collaboration avec des enseignants, avec des partenaires. C'est une question naïve peut-être. Enfin, ça s'est fait et ça a eu des effets extraordinaires. Oui, je pense que c'est tout à fait viable et c'est tout à fait bienvenu comme proposition. Ce qu'on apprend de la pratique artistique, c'est justement que le champ des possibles est très ouvert. Et c'est ça ce que peut apporter la pratique et la familiarisation des étudiants avec le champ artistique. Plus particulièrement, c'est qu'il y a des projets à l'infini complémentés. Par contre, la passion, je l'ai souligné tout à l'heure, la passion, le fait que la pertinence, un projet ne peut pas être ni calqué, ni forcé, ni... Des fois on commence un projet, que ça vienne spontanément. On commence et on le termine 5 ans après, ou 10 ans après, ou alors il est terminé, mais il persiste à s'imposer. Oui, l'année dernière, en 2022, j'ai accompagné, c'est structure même l'atelier d'observatoire que j'ai présenté sur un projet à l'école, il s'appelle, pour une horizontalité de l'histoire de l'art au Maghreb. Et d'ailleurs, mes doctorantes y ont pris part. Bon, après, c'est les projets artistiques, quand il est à la frontière des disciplines, c'est un temps-espace particulier. Et il faut jongler avec le temps-espace académique, qui est semestriel, qui inclut des évaluations, qui inclut un certain nombre de temps, et le temps-espace de la création, de la déambulation, de la rencontre, etc. C'est un peu comme... Et après la restitution. Et la restitution. Donc c'est pour ça que c'est un écosystème, et je le souligne toujours, la réalité artistique est toujours un écosystème où les instances s'imbriquent. On ne peut pas faire sans les institutionnels, on ne peut pas faire sans les artistes, on ne peut pas faire sans les individus. Et quand une partie prend le dessus trop sur l'autre, ça ne marche pas. Non. Donc, vous me rejoignez sur l'objectif d'un de ces projets, c'est le multipartenariat et le partenariat, maître mot, pour la rencontre. Merci. Très bien. Et moi, je vous rejoins tous les deux, je vous rejoins parfaitement pour dire combien donc cette conférence a été donc un moment d'échange fructueux. Alors, vous l'avez, chers étudiants, chères étudiantes, honorables assistantes, vous avez certainement pu voir jusqu'à quel point les 3 communications ne relevaient pas tout simplement de personnes qui sont venues pour enseigner l'éducation interculturelle, mais plutôt pour vous raconter comment ils ont vécu l'expérience interculturelle et l'éducation interculturelle. Je peux en témoigner moi aussi. Prenons le cas de Catherine Aguilan, qui, à travers une expérience d'une plus de 30 ans dans la mobilité internationale avec les étudiants,
c'est aussi vivre l'interculturel et l'international. Jean-Pierre Loubet, à travers tous ses projets d'échanges scolaires, mais aussi d'échanges interculturels, et le professeur Sabri à travers donc cette ouverture sur les arts pour impliquer les jeunes dans des projets à la fois pluridisciplinaires, mais qui favorisent aussi la dimension artistique. Voilà, donc on peut maintenant voilà, échanger entre nous, si vous avez des questions, trois intervenants, si vous avez des choses à ajouter, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, enfin, la parole est au public. Oui. Alors, bonjour tout le monde, bonjour cher professeur, je suis Salma, doctorante ici à la Faculté des sciences de l'éducation. Je tiens à vous remercier d'avoir d'être venu de vos communications enrichissantes et très intéressantes. Et j'apprécie également l'idée que vos communications soient tirées d'expériences réelles, concrètes, que vous avez vécues avec des étudiants ou avec des organisations autres que notre faculté. Je voudrais juste vous demander un conseil pour nous, futurs enseignants, futurs professeurs, si jamais on intervient ou on rencontre des étudiants de cultures différentes, d'environnements différents, et à partir de vos expériences en tant que professeur, quel est votre conseil pour nous dans ce cas-là? Comment traiter ces étudiants-là? Comment nous comporter avec de telles situations? Merci. Merci beaucoup, Selma. Si vous avez d'autres questions comme ça, on prendra la parole à trois pour conclure et répondre. Oui. Bonsoir à tout le monde et merci, cher professeur, pour les communications brillantissimes, pertinentes et enrichissantes pour les étudiants, qu'ils soient doctorants ou en master. Moi, je voudrais m'adresser à professeur Sabri par la question simple et suivante. Elle sait que cette question, notamment dans le cadre de la recherche, étant donné que professeur Sabri est ma directrice de thèse, après votre expérience en tant que commissaire d'exposition, en tant qu'académicienne, en tant que chercheur, après vos contacts avec la scène artistique, et en parlant d'éducation à l'interculturalité et à la diversité, tout à l'heure il y a la barrière, si j'ose dire, de la langue qui a été évoquée dans une ou deux communications. Est-ce que vous n'estimez pas que l'expression artistique est ce troisième espace où l'interculturalité puisse être effective? Merci. Oui, Philippe. Bien, merci de me passer la parole. Moi, je m'appelle Philippe, je suis de nationalité burundaise. Je vais seulement deux questions. La première concerne les obstacles au développement des compétences interculturelles. La troisième intervenante, donc, elle a parlé en passant des stéréotypes. Donc, les stéréotypes et les préjugés, moi, je les considère comme le plus important, comme défi au développement des compétences interculturelles. Alors, y a-t-il moyen de les faire évoluer? Voilà donc les stéréotypes, les préjugés, au moment où ils s'intègrent dans la vie de l'individu, justement, donc, dès le jeune âge, et que parfois l'individu n'en est pas conscient. Voilà, c'est ça ma première préoccupation. La seconde, c'est juste, je la dirige au deuxième intervenant. Est-ce que dans les faits, est-ce que vraiment en réalité, oui, on reparle depuis des décennies, que les cultures s'équivalent, les langues s'équivalent, est-ce que vraiment dans les faits, si je considère les pays du Nord par rapport aux pays du Sud, est-ce que vraiment les cultures s'équivalent? Je reviens effectivement sur la question de langue. Donc, la langue anglaise, par exemple. Il y a certaines écoles qui privilégient la langue anglaise, parfois même au détriment des langues maternelles. Des enfants qui savent bien parler l'anglais ou le français
alors qu'ils ne savent même pas parler leur langue maternelle. Est-ce que vraiment dans ce cas, on va parler de l'équivalence et d'écriture de langue, et ainsi de suite? Voilà, je vous remercie. Si Philippe ne s'est pas présenté pour dire qu'il est doctorant aussi à la question de l'éducation. Voilà. Oui. Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Hélène Bourré, je suis doctorante ici à la faculté des sciences de l'éducation en deuxième année sous la direction du professeur Micheline. Alors ma question porte sur la mondialisation et la post-mondialisation. Vous avez parlé de mondialisation et post-mondialisation en disant qu'avec l'avènement de la post-mondialisation, il y a eu un durcissement identitaire. Par contre, cela ne se reflète pas sur les politiques éducatives, parce qu'on voit que les politiques éducatives actuelles sont en train de travailler sur tout ce qui est internationalisation de l'enseignement supérieur, sur l'ouverture à l'international. Donc, est-ce que vous pouvez juste m'expliquer, je dirais, ce dilemme, je dirais. Merci beaucoup. Oui, donc... Alors, bonjour tout le monde. C'est un réel plaisir de me retrouver ici. Je suis également doctorante chercheuse en troisième année, attachée à la faculté des lettres et des sciences humaines de Mohamedia. Donc, c'était vraiment un réel plaisir, c'était très enrichissant, sachant que mon projet de thèse porte sur l'éducation interculturelle effectivement de l'enfant à travers la créativité littéraire et artistique. Alors en venant ici, en lisant déjà le titre de la conférence qui portait effectivement sur le développement des compétences interculturelles à l'université, je me suis demandé, partant de l'idée que tout apprentissage commence dès le jeune âge. Et le préscolaire. Effectivement, préscolaire. Dans le ventre de la maman. Je suis désolée. Donc je me suis dit comment justement instaurer cette dimension artistique au cœur de l'éducation interculturelle à l'école maternelle justement. Et quelle pédagogie adopter, quels moyens ou outils à mettre en place, sachant que cette question de la rencontre, de l'altérité, c'est aussi une question d'identité. Effectivement, je rejoins le monsieur qui vient de poser la question sur la langue, parce que je fais du terrain effectivement sur les écoles étrangères au Maroc. Et effectivement, j'ai fait un constat comme quoi les élèves, bien qu'ils soient issus des parents purement marocains, mais qui parlent arabe, là, c'est un gros point d'interrogation. Est-ce que ça tombe dans ce qu'on appelle les séquelles de l'interculturalité, comme vous avez dit, qui nuisent plutôt à la personne? Est-ce qu'il y a une difficulté à maîtriser la langue mère? Ça me rappelle déjà le livre de Fouad Laroui, le drame linguistique. Est-ce que ce passage de la langue dialectale d'Adija vers la langue classique qui pose réellement problème ou autre? Oui. Dernière question, Annie. Merci. Donc, avec l'occasion, encore une fois, de réintervenir, je remercie nos intervenants, professeur et professeur Jean-Pierre Levé. Je voudrais juste savoir, à travers vous, monsieur Jean-Pierre, vous avez vécu pas mal d'expériences à Ouarzazate. Est-ce que vous avez rencontré une expérience qui relie l'interculturalité et l'éducation des adultes, notamment l'alphabétisation? Oui. Une petite question à Madame Nadia Sibel, si vous permettez. Vous avez parlé de la pédagogie interculturelle. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir davantage ce concept? Merci. Très bien, écoutez, donc on va donner la parole à nos intervenants pour 3 ou 4 minutes. Avec votre permission, j'interviendrai moi aussi pour mettre ma main à la pâte et livrer quelques conclusions aussi. Voilà. Commencez par professeur Sabri. Oui, alors je les ai numérotées les questions. Donc première question, c'était par rapport au conseil. Vous avez besoin de conseils quand vous êtes dans un contexte, je pense que
n'y a pas de conseil à donner, il faut juste vivre une relation avec cette personne et être conscient peut-être que ces deux questions se rencontrent avec celle de monsieur. Sur les stéréotypes, l'expérience nous apprend aussi au fur et à mesure, l'expérience humaine, l'expérience de la vie, nous apprend la chose suivante: plus on évolue dans des milieux fermés, plus notre aptitude à admettre qu'il y a autre façon d'être et de faire que la nôtre est réduite. Plus on découvre d'autres façons d'être et de faire, plus on développe une capacité, une capacité à interagir intelligemment avec le monde. Donc, ma foi, je pense que l'université, c'est le milieu de la diversité par excellence. Monsieur parlait tout à l'heure du monde rural et du monde urbain, et effectivement, c'est la première des rencontres qu'on fait quand on arrive dans une université, dans une ville où on n'est pas né, on n'a pas grandi, et la vice-versa. Donc cette découverte n'est pas nécessairement due à la rencontre de quelqu'un de nationalité différente. Donc il faut aussi faire attention à des risques de glissement, en pensant que nous, parce qu'on est marocains, on est tous pareils, on a le même référentiel culturel. Non, il faut juste jeter un coup d'œil sur la Constitution de 2011 pour se rendre compte que le référentiel culturel au Maroc, il est très diversifié. Donc la prise de conscience de ça prend un certain temps, parce que c'est comme ce mot, cette pancarte sur le banc, Diali. On dit aussi Dialna. Alors qu'est-ce qui est Dialna? L'Orftan Dialna, Tajin Dialna, le nom Dialna. Oui, Dialna, mais il peut être aussi partagé. J'ai vu dernièrement un post sur Facebook, c'est-à-dire les derniers jours, qui montrait peut-être une fête avec une cérémonie dans la rue en Espagne, dans l'Andalousie, où il montrait une danse avec des costumes qui renvoient à la période de l'Andalousie. Et le commentaire était: ben voilà, il faut qu'on soit fiers. Voilà, regardez, même les Espagnols, ils font une danse où ils portent le caftan de chez nous, la tenue de chez nous. Et là, je me suis dit, mais il y a un problème, parce que cette personne n'a pas saisi qu'il y a un passé commun qui s'appelle l'Andalousie, où il y a eu différentes cultures, celles qui sont venues d'Orient déjà, les Omeyyades, les premières vagues, etc. Celles qui sont venues de l'Afrique du Nord, celles qui étaient en Espagne et qui sont venues d'autres contrées d'Europe et qui ont donné cette très belle civilisation qu'on appelle l'Andalousie. Et quand on arrive à de telles considérations, c'est qu'effectivement, on n'a pas vécu beaucoup d'expériences. Et ce n'est pas pour blâmer la personne qui a écrit ça, c'est aussi il est la résultante de tout un process. La famille, l'environnement, le quartier, l'école. L'école corrige quand on n'a pas l'occasion de vivre dans un environnement très diversifié, etc. Donc, effectivement, alors si j'ai un conseil, vivez un maximum d'expériences, allez manger chez ses amis, n'ayez pas de préjugés, partagez, soyez curieuse et n'allez pas avec l'idée que c'est pas Diana, c'est des autres. Et ça, il y a une civilisation humaine et elle n'a pas cessé durant les siècles de passer le savoir et les objets. Comme dans le sport, vous voyez, le relais, c'est comme ça que ça se passe. On envoie et ça finit par revenir vers nous. Alors, c'était la première question. La deuxième, je pense, Hanan, c'était une question rhétorique. Voilà, puisque on est bien d'accord qu'on est d'accord. Et puis, troisième question sur les stéréotypes. Je n'ai pas vraiment très bien saisi ce que vous vouliez dire, mais si vous me corrigerez, comment est-ce qu'on peut évoluer avec les stéréotypes qu'on a? Ou comment est-ce qu'on... Donc, je voulais savoir comment on peut les faire évoluer très rapidement. Voilà, aussi longtemps qu'ils s'intègrent dans la vie de réseau. Oui, alors c'est pour ça que je pensais qu'effectivement les deux questions, la première et la troisième, se rencontrent. C'est
c'est par l'expérience, c'est par encore une fois, il y a toujours des glissements, si je vais vous dire, il faut accepter les autres, il faut aimer les autres. C'est un roman à l'eau de rose et la réalité, elle peut être remplie de démentis et très dure par rapport à ça. Avec toute la complexité de la réalité et des relations humaines, c'est important de vérifier au moins nos stéréotypes comme on vérifierait un postulat. Voilà. La quatrième question, c'était Nihal. Oui, Nihal, bien sûr. Alors, Nihal, je pense que c'était la question de la langue. Oui, des durcissements. Elle m'était particulièrement adressée cette question. Oui, bien sûr. Alors, quand tu dis oui, on est à l'intérieur de politiques éducatives qui prônent l'ouverture, la mondialisation, etc. Et où est-ce qu'on a ces particularités? On les a quand on prend en considération que l'amazigh est une langue nationale et quand on l'intègre dans le système éducatif avec toutes les limites et toutes les choses qu'il faut parfaire. Et voilà qu'il faut parfaire, mais c'est là. Il y a 40 ans, c'était un autre monde par rapport à la réalité de cette langue qu'on considérait comme une sous-langue. Une sous-langue, comme on considérait le breton, voilà, à l'époque, c'est pas une sous-langue, je cherche l'Éja, voilà, un dialecte. On considérait comme un dialecte. Aujourd'hui, c'est une langue nationale et quand on voit sur toutes les devantures des établissements étatiques, on a même si on ne peut pas les lire, même si on n'a pas encore tout ça, mais la question, ça c'est par rapport aux politiques éducatives, mais la question des durcissements, elle est là. Parce qu'on a vendu le rêve de la mondialisation comme étant un monde ouvert où tout le monde va avoir accès à tout, on s'est retrouvé finalement avec un monde monoculturel où, quelle qu'en soit la ville où on va le pays où on va trouver le même centre commercial avec les mêmes enseignes, on va acheter les mêmes vêtements, on va acheter les mêmes objets, on va manger la même nourriture. Certains pays réagissent. La question de l'exception culturelle, comme on a pu le voir en France ou dans d'autres pays, mais dans certaines communautés, il y a un durcissement parce qu'on a peur de se voir dissous. Voilà. Plus on est... Alors on a deux volets de durcissement, soit pour les petites communautés, la peur de disparaître, et avec la disparition des savoir-faire, quand on dit disparaître, c'est pas seulement des personnes, c'est pas seulement la langue. Et effectivement, c'est vrai que la langue, elle a une dimension politique très importante, mais l'objet ethnographique, la culture dans le sens anthropologique, elle englobe beaucoup d'autres volets. Donc soit cette peur de se dissoudre, soit au contraire ce durcissement pour aller vers un nationalisme exacerbé, parce qu'on a peur. Mais voilà. la peur aussi, il y a toujours la peur. C'est la peur qui... la peur de ce qu'on ne connaît pas. De ce qu'on ne connaît pas, la peur de perdre ses repères, et donc on va entrer dans une relation, on veut dominer l'autre, on veut être les meilleurs dans tout, or ce n'est pas une possibilité. Alors la dernière question, c'était la dimension artistique dans l'éducation, elle était posée par vous, n'est-ce pas? Non, la dimension artistique dans l'éducation, je ne sais pas qui a posé la cinquième. Ah, c'était vous, excusez-moi. Donc la dimension artistique dans l'éducation préscolaire, c'est ça. Tout est culture. On discutait avec les étudiants cette semaine, si je suis prof d'art et que je suis affectée dans un village, dans le haut Atlas ou le moyen Atlas, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas le papier, je n'ai pas le crayon, je n'ai pas l'aquarelle, je n'ai pas la peinture. C'est une fausse question, parce que dans la transmission et la formation à la sensibilité et l'éducation esthétique, c'est-à-dire l'éducation au sens du beau, je n'ai qu'à sortir et voir le tapis, la céramique, la nature, etc. Et je peux faire avec tous ces éléments. Le seul risque,
c'est d'être dogmatique. L'expérience de l'école de Casablanca, comme on étudie avec les étudiants du master, l'école des beaux-arts de Casa dans les années 60 et 70 a vécu une expérience tout à fait unique, où on a avec des artistes, les artistes Belkahia, Blehi, c'est Belkahia qui dirigeait l'école, Blehi Sheba, Tony Mareni, Bert Flint, un anthropologue, ils ont fait des expéditions dans le monde rural, dans le Sousse par exemple, pour voir les éléments du bois peint, de la sculpture dans les mosquées du Sousse rural, et pour démontrer de la modernité de ces motifs. C'est lui, Belkahia, qui a remis en art les artisans de la Médina. Oui, bien sûr, à Marrakech, et dans son atelier aussi. Oui. Voilà. Dernière question de monsieur, donc je me suis appliquée pour répondre à tout un chacun, donc Khalid, c'est ça. Alors la pédagogie interculturelle, c'est vraiment la question qui tue à la fin, parce qu'on est fatigué et je pense que ça prend beaucoup de temps. Oui, la pédagogie interculturelle, c'est une question primordiale. D'abord, déjà l'interculturel, ce n'est pas uniquement de l'enseignable, c'est-à-dire il ne passe pas par les curricula uniquement. Je vais rentrer dans la classe et je vais dire, bon voilà, l'interculturel c'est important, etc. C'est contre-productif et c'est un non-sens. La pédagogie interculturelle, elle est dans tous les contextes, elle n'est pas seulement dans les cours qui se terminent par interculturel. Elle est dans tout contexte, on l'a dans les cours de maths, on peut l'avoir dans les cours des sciences exactes, et c'est pas pour rien qu'on a le module de l'histoire des arts dans le secondaire, en tous les cas dans l'école française, dans le type de l'enseignement français, et même au Maroc, il y a un projet qui soit un enseignement transversal, c'est-à-dire le prof d'histoire géo, le prof de maths, le prof même de PS, de sport. C'est là où je disais qu'il faut une équipe interdisciplinaire qui a envie de travailler sur un thème. Et c'est là où je vous passe la parole pour répondre aux questions. Je voulais répondre, il y a une notion que j'ai squeezée parce qu'il fallait aller vite, c'est la notion d'école non formelle et de l'importance de cette école non formelle et de ne pas la laisser à côté de l'éducation nationale. Ça fait partie d'un tout. Et dans les dimensions de l'UNESCO, il y a la dimension de les apprentissages tout au long de la vie. C'est pas parce qu'on est mère de famille, qu'on a 2 enfants, 3 enfants, qu'on doit se désintéresser de tout ce qui est la culture. Mais la culture, elle est multidimensionnelle. Et alors, pour les enfants, le meilleur conseil qu'on puisse donner, rapprochez-vous d'eux. Ne faites pas, n'arrivez pas avec toutes vos certitudes pour dire « moi, c'est moi, Ousteda, qui donne la vérité ». Non. Vous y allez et vous essayez au maximum de valoriser chacun pour ce qu'il est porteur de compétences spécifiques. Et à partir de là, je peux vous dire que vous réussirez. Merci, c'est Jean-Pierre. Je rappelle que Jean-Pierre comprend très bien le marocain. Il fait semblant de ne pas le montrer, au risque de comprendre ce que les Marocains disent de lui, mais de ce que aujourd'hui vient de toi, Jean-Pierre. Non, mais je voudrais terminer, si vous le permettez, parce que l'objectif de cette conférence, et la valeur ajoutée de cette conférence, c'est qu'on on a invité des gens pour qu'ils ne viennent pas uniquement parler de l'éducation interculturelle, mais partager avec vous comment ils vivent l'éducation interculturelle. Parce qu'une question à vivre, ce n'est pas seulement un jargon scientifique, l'altérité, la diversité, l'identité, etc. Puisque nous sommes avec étudiants, donc et on peut se permettre de parler de soi pendant quelques secondes. Moi-même, quand je me pose la question pourquoi je m'intéresse à l'interculturel et à l'international, quand je fais mon auto-analyse de mon enfance, et se trouve que j'ai eu la chance d'habiter juste en face du musée d'Arcis et à Marrakech,
Notre maison était juste en face. Pour rappel, le musée d'Arcécé, c'était une demeure d'un des ministres donc, au Maroc. Et si vous cherchez sur Google, vous allez trouver des centaines de milliers de sites internet qui parlent donc du musée d'Arcécé. Et je me rappelais très bien, ça ne me rajeunit pas, mais c'est juste pour vous dire que les 3, 4, 5 premières années, comme on vivait en Médina, et en Médina, pour les maisons, c'était considéré comme des chambres, ça veut dire donc que les parents n'avaient pas peur de la rue comme aujourd'hui, et on pouvait laisser son enfant juste en face de la maison, parce qu'on considère que la maison est juste une chambre. Je me rappelais très bien des centaines et des milliers de touristes que je voyais passer devant moi, et c'est sûr que ça a une influence sur mon parcours. Après, Mme Soubey a évoqué Bert Flind. Bert Flind, c'était notre voisin. Moi, j'ai été un ami intime de Bert Flind dans son musée. Et pour rappel, Bert Flind, c'est un grand historien de l'art hollandais qui a créé un musée berbère et qui l'a cédé donc à l'université Qaderia. J'étais aussi en relation très intime avec Juan Boitissolo, puisqu'il habitait à 2 pas de notre quartier. Donc, et Juan Boitissolo, c'est quand même une figure emblématique de l'interculturel et de l'international. Pourquoi, pour conclure sur cette question de compétences, n'attendez pas, puisqu'aujourd'hui la compétence interculturelle fait partie de ce que les recruteurs cherchent. Ça, il faut vraiment en être sûr. Et les recruteurs potentiels ne vont jamais vous dire définissez ce que c'est l'éducation interculturelle ou c'est quoi l'intérêt pour vous, mais ils vont vous dire parlez-nous d'une expérience interculturelle que vous avez vécue, quelles leçons avez-vous tirées, et ça vous pousse à répondre aux questions que soyez-vous avant tout. Selma être soi. Effectivement. Je vais raconter deux petites anecdotes, mais c'est des anecdotes vraies que j'ai vécues moi-même et qui montrent à quel point nos éminents intervenants ont évoqué la question de la peur de l'autre. C'est la peur de l'autre qui anime tout refus de l'autre, etc. J'étais donc en mission, effectivement, j'étais en mission officielle à Montpellier, je pense en 2008, représentant le ministère de l'Éducation nationale, et je devais être, avec un collègue, on devait être reçu par le recteur de l'université, qui nous a donné rendez-vous c'était très précis, ce qu'on appelle le petit déjeuner rectoral, c'est-à-dire prendre le petit déjeuner avec les recteurs. C'était 8h45, on devait être au bureau donc, du recteur, sauf que nous, on ne savait pas, non, même si Montpellier était une ville universitaire a priori ouverte, il ne l'était pas quand on a vécu cette expérience. On voulait prendre le tram. Sauf qu'on n'avait que, avec la mentalité de cette époque, on n'avait que de l'argent liquide. Sauf qu'il n'y avait pas de machine pour l'argent. Il fallait soit donc via électronique. Voilà. Et on a cherché. On a abordé la première personne qui ne nous a même pas répondu. C'était à 8h du matin, ils avaient peur de répondre. Après, on a cherché par tous les moyens pour avoir donc le ticket du tramway pour ne pas rater le rendez-vous parce que ça aurait créé un incident. Et finalement, qu'est-ce qu'on a? On s'est dit, bon tiens, on va chercher une race africaine ou nord-africaine qui pourrait nous aider parce qu'apparemment, donc cette race donc, française n'était pas prête à nous aider. Et finalement, on a trouvé donc un étudiant marocain, c'est grâce à lui qui a utilisé sa carte pour nous acheter. Ça prouve que même si on est dans un contexte académique, il se peut que le blocage, que le refus de l'autre soit présent. Le deuxième exemple, c'est totalement l'inverse. J'ai été donc, en 2012, j'ai été chargé d'accompagner le ministre suisse de l'éducation en visite officielle à Marrakech et il se trouvait que le maire de Marrakech devait donc le recevoir. Bon, on sait comment ça se passe, parfois le maire n'était pas présent, oui. Donc il a confié cette tâche à un adjoint du maire, c'est l'adjoint du maire, le premier secrétaire du maire, qui devait donc recevoir cette délégation suisse présidée par le ministre de l'Éducation. Moi, quand on m'a dit que c'est X qui va accueillir j'avais peur, parce que c'est un élu.
qui est adjoint donc, du maire de Marrakech, mais il est analphabète. Comment j'avais peur que la visite soit... Mais finalement, c'était totalement le contraire. Je n'ai jamais vu un orateur aussi brillant que ce monsieur, qui est très connu à Marrakech à cette époque-là, parce que tout en étant analphabète, il a... moi, je faisais la traduction. Il parlait au marocain, mais je faisais la traduction. Et l'adjointe du ministre suisse me disait, mais monsieur Netley, dites-nous combien de temps on va réserver cette visite, parce qu'on est pris par une autre visite. Et lui, il m'a dit, madame, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit, voilà ce qu'il quand est-ce qu'on... Et il aura dit avec son génie quelque chose que nous connaissons bien, mais que le ministre suisse n'a jamais entendu. C'est que vous avez inventé la montre suisse, nous on a le temps. Et le ministre suisse, quand il a entendu, nous c'est très connu, quand on dit au Maroc, les Suisses ont leur montre et nous on a le temps, c'est connu. Mais ce ministre, il a été donc impressionné par la logique de ce monsieur qui leur a dit, écoutez, on a le temps, donc ne nous dites pas quand est-ce qu'on va terminer. Après, à la fin donc, de la cérémonie, qui s'est très bien passée, parce que ce monsieur, il a admirablement présenté le Maroc, avec un arabe marocain, on va dire, ordinaire, mais ses idées, c'est un génie. C'est-à-dire que ce monsieur, s'il parlait des langues étrangères, et ce serait donc vraiment une personne extraordinaire. Et à la fin, donc, le ministre suisse est venu me dire, M. Netley, on voudrait ici même, parce que le ministre était le responsable, on va dire, le secrétaire, le premier secrétaire d'un parti politique très connu en Suisse. Il a dit, on voudrait offrir l'adhésion à la présidence à de notre parti politique à ce monsieur. Parce qu'il est tellement fin, tellement intelligent, et c'est ce qui s'est passé devant nous. Moi, je garde toujours des photos de ce moment. C'est pour vous dire que le développement des compétences interculturelles, c'est d'abord ne pas avoir peur d'aller vers l'autre, et c'est surtout être sage pour comprendre. Il faut d'abord essayer de comprendre. Pour comprendre, le raisonnement scientifique nous demande de poser des questions. Pourquoi telle personne fait ceci, pourquoi elle fait cela, etc. Quand on pose des vraies questions, donc les réponses y suivent facilement. Voilà, donc au terme de cette belle conférence et de cette belle rencontre, je tiens donc à remercier le professeur Nadia Sabri pour sa brillantissime communication, mon ami Jean-Pierre Loubet, qui toujours répond aux sollicitations quand il s'agit... Je parle au cœur, moi. Hein? Moi, je parle au cœur des gens. Nous, à la FSO, on utilise le cœur et l'esprit. Je voudrais aussi remercier Catherine Aguilan, quand Catherine Aguilan voulait nous suivre jusqu'à la fin, mais malheureusement, donc, elle a des petits-fils à récupérer. Voilà, donc je remercie tous les étudiants des deux départements, des deux masters qui sont là et qui continuent à nous faire confiance, et on se donne rendez-vous à une autre conférence sur une autre thématique similaire ou différente. Voilà, merci.